Commençons par une petite question. Qu'est-ce qui pousse très vite, et notamment en toute saison? Les caméras, évidemment, comme tous les radars et autres flashs, pas dans un but de sécurité, puisque nous en avons tous été victimes. Caméras de surveillance qui annoncent la venue de l'identité numérique, couplée à la monnaie électronique, les nouvelles chaînes de l'esclavage, pour faire vite. Allez, place à l'intelligence collective, place à l'humain. Bienvenue dans la France Libre, une émission du CNTFCH, avec Bruno, avec Philippe, avec Christiane, et avec vous également, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir Bons- à toutes. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je vais commencer un petit peu sur les chapeaux de roue. Je vais parler tout de suite du sujet de ce soir, qui est en fait la fausse pénurie de l'énergie, parce qu'on nous fait croire depuis longtemps, tout au moins l'oligarchie nous fait croire depuis longtemps que qu'on a des problèmes avec l'énergie, que c'est pour ça qu'il faut augmenter les prix de l'électricité, etc., etc. Or, toute cette oligarchie qui d'ailleurs hier se montrait dans Paris en défilant sur le boulevard Saint-Germain, là on avait toute l'oligarchie, on avait toute la panoplie, l'oligarchie entière était là. Pendant que ces gens-là défilent, l'hiver arrive et les gens vont avoir de plus en plus de mal pour se chauffer. Et ces messieurs de l'oligarchie sont en train de nous préparer, de nous pondre encore une loi liberticide, parce que tous les gens qui ont un compteur Linky, apparemment, ces messieurs ont l'intention, si jamais il y avait un problème de pénurie, eh bien, de faire des coupures arbitraires d'électricité, qui ne seraient pas des coupures complètes, mais une diminution à 3 kilowatts seulement, d'office, chez les particuliers, sans prévenir. Donc, on rentre là aussi dans des lois liberticides, on rentre dans le contrôle dictatorial d'un État qui va jusqu'à s'immiscer dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir parler de la réalité des choses, parce que cette énergie, en réalité, elle est inépuisable. Mais je vous laisse continuer et je te repasse la parole, Sylvain, pour la vidéo du jour. Absolument, on va regarder l'actualité en images et on se rejoint juste après. Dans la presse ce matin, que trouve-t-on? À l'heure du tour de vis sur l'assurance chômage ou de la réforme des retraites, l'Obs a décidé d'inverser les choses et d'éplucher le train de vie de ceux qui décident les réformes, autrement dit nos élus. Vous apprendrez donc que les dépenses de fonctionnement de l'Élysée auraient augmenté de 7% l'an dernier selon l'article que vous allez voir, le voici, soit un déficit de plusieurs millions d'euros. Alors la présidence répond que c'est parce qu'elle travaille davantage et qu'il y a des investissements pour l'avenir, ce que n'aurait pas fait suffisamment François Hollande. Mais pourquoi, par exemple, demande l'Obs, la facture du ménage a-t-elle explosé, ou bien pourquoi la réorganisation du personnel de l'Élysée aurait-elle été payée plus de 250 000 euros à un cabinet de conseil parisien? Du côté des députés, l'Obs se félicite que depuis qu'on leur demande leur note de frais, plus de 3 millions ont pu être économisés, sauf que dans le même temps, l'indemnité de logement qui leur est accordée aurait, elle, augmenté de 33%, que certains auraient dépensé 18 000 euros par an en frais de bouche, et que la comptabilité de tout cela serait payée 800 000 euros à des cabinets d'experts comptables, somme qu'un témoin qualifie de délirante. Je cite, quant à nos sénateurs, ils bénéficient d'une retraite très avantageuse. On en parle beaucoup de la retraite en ce moment. Eh bien, la leur peut dépasser les 10 000 euros mensuels après seulement quelques mandats de cotisation. Je cite encore. Évidemment, ça nous fait changer totalement de galaxie lorsqu'on lit cet article de Mediapart intitulé « Ce que le gouvernement fait aux chômeurs », puisque suite à la réforme du chômage qui entre en vigueur demain, Mediapart prend deux exemples. Une dame un peu au-dessus du SMIC, ici à gauche, qui soudain passe à mi-temps et qui aurait perçu 385 euros d'aide jusqu'à aujourd'hui. Demain, elle ne percevra plus rien. Autre exemple, ici à droite, un cadre bien payé qui verra désormais ses allocations chômage baisser d'un tiers au bout de 6 mois. Une dureté, c'est le mot qu'elle emploie, que la ministre du Travail justifie par le fait que jusqu'à 700 000 offres d'emploi seraient non pourvues, je la cite. Sauf que, selon Mediapart, au final, très peu d'offres d'emploi sont réellement dédaignées par les chômeurs, qui sont de toute façon bien plus que 700 000. Mediapart nous apprend également que le ministère de l'Éducation, lui, aurait proposé de réduire les fonds sociaux de l'Éducation nationale, c'est-à-dire les fonds qui servent à aider les enfants les plus pauvres à acheter les fournitures scolaires ou à se payer la cantine. C'est assez complexe, donc je vous renvoie à l'article de Mediapart. Et aussi, il y a le Figaro qui s'inquiète de la situation sociale à l'école via, cette fois, le prisme de la médecine scolaire, profession qui agonise, je cite. Dans certains départements, un médecin scolaire doit s'occuper de 46 000 élèves, imaginez. Oh. Oui, Pour 46 000 c'est élèves. pas beaucoup. C'est dans les pires départements. Et on manque de médecins scolaires parce qu'ils sont payés 2 à 3 fois moins qu'un médecin libéral. Donc forcément, sauf qu'ils servent à dépister tôt les maladies chez les jeunes, ce qui permet une économie pour plus tard, plutôt que de soigner au dernier moment, explique l'article. Toujours au sujet de la santé,
Le site web de France Info tord d'ailleurs le coup à une idée reçue. Non, les urgences ne sont pas engorgées par le fait que certains d'entre nous irions pour tout et n'importe quoi. Selon une étude, les passages inutiles aux urgences ne seraient que 6% et non pas 30% comme on le croyait. Il faut cesser donc de culpabiliser les patients. Je cite un médecin, le vrai problème semble plutôt être l'impossibilité de trouver un médecin disponible dans un cabinet normal, surtout à certaines heures. L'État aurait menti, comme quoi les urgences sont totalement inaccessibles. Bah, là, c'est une sorte d'inventaire que nous fait ce monsieur, voilà, donc de tout ce qui ne va pas bien. Alors, on savait tout ça, on savait qu'il y avait dans les urgences quelques problèmes, alors qu'ils soient dus à l'impéritie ou l'imprévoyance de l'État, ou qu'ils soient dus au fait que les gens se soignent pour un oui, pour un non. Il y a peut-être un peu des deux, mais il y a majoritairement de la première solution. Voilà. Et puis, moi, ce que je voudrais remarquer, c'est que cette chaîne, en tout cas, ces gens s'appellent La Vraie Démocratie. J'ai vu ça, lavraidémocratie.fr. Je vais pas leur faire de la publicité, mais néanmoins, nous, on s'intéresse un petit peu à ce que c'est que la vraie démocratie. Est-ce qu'ils parlent d'habitude, et ça serait à vérifier, je n'ai pas la réponse, de ce qu'on appelle dans la vraie démocratie, d'une part la non-représentativité politique, d'une part, et d'autre part le système de tirage au sort, et pour ne pas élire, justement. Je ne Donc, sais pas s'ils vont aussi loin, Philippe. Je ne sais pas s'ils vont aussi loin. À mon voilà. avis, ils utilisent surtout de l'image de façon à dénoncer la démocratie que nous vivons actuellement, qui est totalement fausse. Mais je ne sais pas s'ils ont cette démarche et s'ils vont aussi loin. Ouais, c'est toujours ce qui est dommage un petit peu chez les personnes qui sont de bonne foi et qui cherchent à changer les choses, c'est de prendre des mots et de les banaliser sans se rendre compte ce qui se cache derrière, sans en avoir forcément pris conscience. Donc ça serait intéressant. On devrait les inviter avec Iota, par exemple. Ce serait. Exactement. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Donc voilà. Et Oui, puis, oui. comme tu dis, Sylvain, on voit bien encore une fois que tout est faux dans cette société. On nous a menti et encore menti, et que donc il faut vraiment que chaque personne commence à chercher les sources des informations et arrête de gober tout cru ce qu'on leur offre dans les médias mainstream. Oui, oui, oui. Et puis peut-être aussi, je voudrais rebondir sur l'introduction qu'a faite Bruno tout à l'heure sur l'énergie. Alors, effectivement, les compteurs Linky sont en possibilité d'être télécommandés à distance. C'est-à-dire que il n'y a plus besoin de faire passer un technicien pour, par exemple, à distance, baisser la puissance du compteur. Alors, pour baisser la puissance du compteur, ça veut dire qu'on va baisser évidemment la disponibilité électrique. Ça veut dire que si vous allumez votre grille-pain plus la télé, si vous allumez la lumière en plus, ça fait sauter le compteur. Donc parce que à distance, on aura été capable de vous diminuer cette puissance justement. Alors elle se mesure en kVA, ce sont des normes qui ont changé il y a quelques années. On parlait de kilowatts il y a encore pas bien longtemps. C'est les kilovolts ampères, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, mais ça change pas grand-chose au phénomène. Et donc voilà. Donc il y a surtout ce sur quoi insistait Bruno a raison. Il y a surtout la mainmise de l'État d'un point de vue technique, c'est-à-dire que à distance, grâce à la technologie, on peut intervenir chez vous pour vérifier si vous êtes un bon consommateur électrique, si vous ne dépensez pas trop, si vous êtes dans les abacs, et puis si par hasard vous seriez l'heureux élu, si jamais il fallait un délestage partiel de la France pour cause de non-fourniture d'électricité parce qu'on n'est pas capable de le faire, la France n'est pas capable de la fournir, on peut tout imaginer, hein. Pour l'instant ça n'est pas arrivé, mais on nous habitue à l'idée que ça arrivera peut-être un jour. Eh bien, ça, c'est une immixtion dans la vie privée des personnes. Et effectivement, il faudra quand même qu'on aille consulter des avocats, des juges, des magistrats en général pour savoir si c'est bien légal tout ça, quoi. Voilà. Voilà ce que... Alors, ce qui est aussi important de noter, c'est que on est aussi responsable d'avoir laissé faire les choses comme ça, parce que on a laissé se développer des sociétés qui gèrent tout ça pour nous, au lieu de développer des systèmes autonomes. Bon, en même temps, on nous a pas donné vraiment le choix, mais maintenant, nous avons le choix peut-être de changer les choses et d'avoir des systèmes beaucoup plus autonomes par commune, par ville, par région, même par maison, hein. Alors le système de l'électricité en France, il a toujours été un peu hybride, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement les centrales nucléaires, il n'y avait pas simplement les conduites forcées dans les Alpes, il y avait aussi des productions électriques avec, figurez-vous, des moulins par exemple, des moulins. C'est gentil un moulin. Sur une rivière, eh ben ça rapporte de l'électricité, figurez-vous, qui peut être vendue à EDF par le propriétaire du moulin, moyennant des aménagements techniques. Et c'est d'une assez grande rentabilité, je peux vous le dire, pour la personne qui est propriétaire du moulin. Donc les solutions d'apport, de contribution
à la mise en disposition d'électricité sur le territoire français, elles sont nombreuses. Évidemment, il y a les principales. Alors, on va les nommer. Hein. C'est le nucléaire et c'est bien évidemment les chutes d'eau hein, avec les barrages sur différents fleuves français. Et la bonne nouvelle, semble-t-il, hein, alors je parle sous réserve ou pour l'avoir entendu sur le net à vérifier, c'est qu'un certain nombre de nos centrales nous seraient rendues à l'exploitation suite à une période de maintenance qui vient à terme. Et donc, désormais, elles seraient opérationnelles. Ce qui aurait tendance à vouloir nous conduire vers un hiver, sinon avec de l'électricité moins chère, parce qu'il faut pas trop rêver quand même, mais en tout cas, un hiver dans lequel on n'aurait pas de délestage ou de coupure électrique, eu égard au fait qu'on n'aurait pas assez d'électricité pour se chauffer, pour, euh, pour subvenir à nos besoins. Voilà l'information du jour, on va dire. Eh oui, Philippe, moi je vais rebondir et fortement sur ce que vous venez de dire en rajoutant quelque chose de très important, c'est qu'on a mis depuis des années des œillères au peuple français. La France est un pays qui dispose de sources d'énergie absolument énormes qu'on n'a jamais utilisées. La France pourrait devenir un des producteurs d'énergie les plus importants du monde. La France pourrait avoir une autosuffisance totale en énergie et revendre son énergie à l'étranger, ce qui donnerait une prospérité énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos civilisations, ce qui compte en premier et qui permet d'obtenir une prospérité, c'est l'énergie. Plus il y a d'énergie disponible, plus on est riche. Il suffit de voir ce qu'ont fait les rois du pétrole, donc dans les Émirats ou autres, où il n'y avait que du désert, et maintenant on a Dubaï et d'autres grandes villes, etc. Donc on est capable en France. Alors comment? Déjà, il faut comprendre que ce que le Soleil nous envoie sur la Terre, ça représente 7000 fois la consommation énergétique du monde entier. Donc déjà, on a le solaire. Il faut savoir que si on recouvrait tous les toits industriels qui existent en France, sans être obligé de prendre de la place sur des terres agricoles, comme ça a été fait d'une mauvaise manière, parce qu'en fait, on peut mettre des panneaux solaires sur des terres agricoles, mais à ce moment-là, on devrait les mettre suspendus pour pouvoir cultiver quand même en dessous. Eh bien, si on recouvrait tous les toits disponibles ne serait-ce que des bâtiments industriels, hein, sans même parler des particuliers, bien, déjà on aurait l'équivalent de plus de 20 centrales nucléaires en production. Et en plus de ça, on pourrait stocker cette énergie, soit par des systèmes de bassins et de châteaux d'eau, avec des pompes réversibles qui permettraient pendant la nuit de faire redescendre l'eau en faisant tourner des turbines, soit en utilisant des nouvelles techniques qui sont des techniques avec ce qu'on appelle des liquides surchauffés qui peuvent restituer l'énergie après pendant la nuit ou avec de l'air comprimé, enfin, etc. D'autre part, comme l'a dit si bien Idriss Aberkane, et comme le fait aussi en réalité donc Gunther Pauli, on a la possibilité en France, avec les énormes surfaces maritimes liées au dom-tom, de pouvoir produire de l'énergie avec la mer, que ce soit par le mouvement des vagues, comme les usines marémotrices, ou que ce soit en produisant du gaz avec des algues. À partir de là, on aurait une source d'énergie énorme. En plus de ça, rien que sur l'Hexagone, on a 5000 km de côte. Imaginons ce qui se passerait si on mettait des panneaux solaires en bord de mer, un certain nombre de centrales qui permettraient de décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. On deviendrait l'un des plus grands producteurs d'hydrogène. Donc on pourrait se passer des voitures électriques qui en plus sont en train de faire faillite à un certain nombre de constructeurs automobiles, parce que ça leur coûte beaucoup plus cher de les produire que de les vendre, et sans compter les batteries. Et donc, on aurait la possibilité de produire notre propre hydrogène en quantité très importante. En plus de ça, en France, on a la chance d'être sur des zones volcaniques, notamment en Auvergne, en Alsace ou en Bretagne. Et donc, on pourrait développer la géothermie au niveau de chaque village, au niveau de chaque commune ou même au niveau de chaque maison, comme vous le disiez tout à l'heure. Et à partir de là, on pourrait produire nos énergies d'une manière localisée. En plus de ça, je rajoute aussi qu'il existe les pompes à chaleur et qu'il faut savoir que chaque fois qu'on creuse à 10 mètres dans le sol, chaque 10 mètres de creuset augmente la température d'1 degré. Donc, on a tous la possibilité d'utiliser la chaleur du sol pour pouvoir produire notre énergie. Donc, si on rajoute tout ça et qu'en plus de ça, on parle du nucléaire
non pas le nucléaire actuel, mais les nouvelles techniques comme les centrales au thorium, qui maintenant sont développées par les Chinois, on pourrait en plus de ça bouffer les déchets nucléaires dont on sait quoi faire, dont on ne sait pas quoi faire actuellement, pour produire là aussi de l'énergie. Sans parler aussi du projet Astrid qui a été scandaleusement vendu par Macron à Bill Gates, mais rien n'empêcherait de réactiver des projets comme celui de Crémalville, de Superphénix, pour faire à peu près la même chose. Donc on a une panoplie absolument énorme de possibilités de produire notre propre énergie d'une manière indépendante, autosuffisante, et en plus de la vendre à l'étranger, donc de faire la fortune du pays. Voilà ce que je voulais dire rapidement là-dessus. C'est pour ça que nous, au Conseil national de transition français Canal historique, dans notre programme de transition, on a prévu tout ça. Et je ne parle même pas des brevets qui sont cachés, qui sont mis sous le coude, qui permettent de développer l'énergie libre, comme le faisait Tesla. Alors, on a à cette étape-là, on n'a pas évidemment évoqué le fait que les deux sources d'énergie principales aujourd'hui dans le monde, c'est d'une part le pétrole, d'autre part le gaz, qui correspondent effectivement à une très grande proportion de la recherche énergétique. Alors évidemment, pourquoi parle-t-on de pénurie? Eh bien, il y aurait plus de pétrole à un moment donné dans les années 70. On nous expliquait qu'il y aura bientôt plus de pétrole et qu'il fallait fallait retourner à la machine à bras parce qu'il n'y a plus de pétrole. Ça, je me souviens très bien dans les années 70. J'étais un tout petit peu plus jeune qu'aujourd'hui. Et on en parlait beaucoup. Et puis dans les mêmes années 70, pour des raisons strictement politiques, le prix du pétrole, du baril de pétrole a flambé. Et donc on a eu des pénuries de fait, ou alors on a cherché à consommer moins. Donc on a fait les économies d'énergie. Alors ça donne des slogans qui ont toujours valeur aujourd'hui. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ce qui est une phrase qui a une antinomie, qui contient une antinomie dans les termes, puisque on peut pas à la fois compter sur quelque chose sur la durée, et puis en faire l'économie parce qu'on sait que pertinemment qu'à terme il n'y en aura plus, quoi. Donc ça c'est assez compliqué comme raisonnement, mais c'était le raisonnement sur lequel nous étions et nous sommes encore. Et puis aux derniers événements, eh bien il s'est passé quoi? Il y a eu les fameuses comment dirais-je, les fameuses pénalités qui ont été apportées contre la Russie qui s'est mal comportée vis-à-vis notamment de l'Ukraine, etc., et qui a été de toute manière blacklisté de tous les fournisseurs, enfin de tous les consommateurs qui ne se fourniraient plus chez elle parce que c'est un mauvais élément. Alors aujourd'hui, on sait pertinemment qu'économiquement, on n'a pas du tout mis la Russie à genoux, visiblement pas. En revanche, nous, on s'est tiré une belle balle dans le pied, nous occidentaux, puisqu'on s'est privé d'une source d'approvisionnement de pétrole et de gaz, surtout de gaz d'ailleurs, avec des contrats à long terme qui étaient négociés avec d'excellents tarifs. Et évidemment, fini les contrats à long terme, fini les excellents tarifs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la manne française du nucléaire ne suffit plus à absorber les besoins en énergie de l'économie ou de l'industrie allemande en particulier. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à l'industrie allemande? Elle s'est bien appuyée effectivement sur le nucléaire français, tout en développant les thèmes sur les verts, sur les écologistes qui voulaient s'en débarrasser. Mais l'Allemagne était quand même bien contente d'utiliser notre nucléaire, sachant qu'elle avait le choix entre le nucléaire qui est dangereux et le charbon qui est polluant. Donc aujourd'hui, elle est revenue au charbon qui est polluant puisqu'elle n'a pas de centrale nucléaire et que nous, Français, nous avons un prérogative puisque c'est quand même nos centrales et que normalement, on est censé les utiliser une fois que, on est censé, redistribuer cette énergie excédentaire une fois que nos besoins à nous ont été couverts, ce qui semble logique. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Allemagne, qui est toujours le principal pays industriel de cette Europe, eh bien, aujourd'hui, n'hésite pas. Enfin, en tout cas, les entreprises telles que BASF, par exemple, ou Bayer, je crois savoir, hein, l'une ou l'autre en tout cas, on déménage aux États-Unis d'Amérique pour justement bénéficier d'une autre source d'énergie qui s'appelle le gaz de schiste, excusez-moi. Voilà, le gaz de schiste qui est une extraction particulière de gaz qui est assez compliquée, qui par la fracturation hydraulique qui permet d'obtenir du gaz moyennant une pollution assez énorme d'ailleurs. Enfin bref, c'est comme ça. Et donc, cette économie allemande, au travers de ces grosses entreprises, déménage tout simplement aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Pour payer l'équivalent du gaz 4 fois moins cher que ce qu'elle le paye aujourd'hui.
Voilà. Donc une fois qu'on a ces proportions en tête, on se dit bah oui, c'est un petit peu normal qu'il y ait des pénuries parce qu'il y a effectivement les profiteurs qui ont tendance à fermer les robinets pour faire monter les prix. Évidemment, ça c'est de bonne guerre, ça a toujours existé. Avant, il y avait des accords intercontinentaux. Maintenant, on se rend compte qu'il y a deux mondes. On se rend compte que les BRICS, donc les fameuses BRICS, hein, ces pays qui appartiennent à une liste de pays dont la Russie, la Chine, le Brésil et maintenant bientôt les pays arabes, se sont entendus entre eux pour tout simplement avoir une offre globale qui s'égalise d'un pays à l'autre et qui par contre est totalement libre au niveau des offres, de l'offre commerciale vis-à-vis de l'Occident. Alors effectivement, chacun de ces pays donne le prix qu'il veut. Alors, quand on s'aperçoit que l'Occident est en manque et qu'il n'a plus de son côté l'essentiel des sites de production de gaz ou de pétrole, eh bien évidemment, le jeu est facile de faire monter les prix. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est nous, les consommateurs finaux, et en particulier l'Europe, qui subissons les contre-coups de ces fameuses pénalités infligées aux Russes à l'origine. Voilà comment la boucle est bouclée. Oui. Alors Philippe et Christiane, il y a aussi un autre aspect, un autre phénomène, c'est que l'oligarchie qui veut nous gouverner n'aime pas les productions locales. Il préfère avoir des grosses centrales qu'il peut contrôler. Alors que un des moyens pour avoir le plus de production d'énergie et d'être de plus indépendant au niveau du peuple, c'est justement d'avoir des productions locales, que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau du département. Plus on aura de production locale d'énergie, plus cette énergie sera moins chère, moins il y aura de dépenses, de pertes, parce qu'il faut savoir que dans une ligne à haute tension, il y a des pertes qui vont jusqu'à 10%, et en même temps, plus le réseau sera solide. Parce que quand une centrale tombe en panne, c'est toute une région qui se retrouve privée d'électricité. Par contre, si on a des petits producteurs, comme tu disais Philippe, avec des moulins ou avec des petites chutes d'eau là sur les rivières, plus il y en aura, plus le système sera sécurisé parce que on a affaire à un réseau horizontal plutôt qu'un système pyramidal avec une grosse centrale en haut. Alors ça, c'est effectivement un paradigme pour le coup, un changement de paradigme et sur lequel la France a hésité pendant longtemps, avec les photovoltaïques par exemple, avec les moulins que j'ai cités. Il y a eu des solutions, mais elles n'ont jamais été mises en avant plus que ça. Ça se passait au niveau industriel, au niveau supérieur. C'est pas des informations qui redescendaient jusqu'en bas. Mais ça existait. Et maintenant, ça n'existe plus parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, eh bien, quand je dis on, c'est le gouvernement, l'État a envie de devenir le superviseur, pas le propriétaire, le superviseur de tout ce qui est trafic d'énergie, exactement comme il veut être superviseur de tout ce qui est trafic d'armes, tout ce qui est trafic de tout ce qu'on veut. C'est la même logique en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mainmise et voilà. Alors lorsque l'EDF, donc anciennement EDF, hein, qui n'avait plus la possibilité de fournir tout le pays en électricité à 100%, il a bien été obligé à un moment donné de s'ouvrir à des solutions alternatives et complémentaires. C'est ce qui s'est passé avec les panneaux photovoltaïques, c'est ce qui s'est passé avec un certain nombre de solutions alternatives et locales. Ce qui fait que dans les Alpes, quand il y a des chutes d'eau, les gens sont autonomes et il y a des villes complètes, que je crois que la ville de Grenoble notamment est totalement en autonomie au niveau de la production d'électricité, de sa propre production d'électricité. Et d'autres sûrement, d'autres villes moins grandes, ça a toujours fonctionné et ça fonctionne encore. Je sais que du côté de l'Alsace également, il y a des choses originales qui ont été faites et tout ça ne dépend pas, ces endroits ne dépendent pas d'EDF. Et justement, il a fallu à un moment donné que tout ce petit monde puisse à un moment donné reverser ses bénéfices ou sa production à EDF. Et EDF était contrainte de le racheter avec un certain prix de contractuel sur 20 ans. Et l'EDF s'est aperçu au bout d'un certain temps qu'elle perdait de l'argent. Donc les solutions les plus anciennes sont rentables pour ceux qui en bénéficient encore, je pense aux panneaux photovoltaïques notamment, qui arrivent pas loin qui sont à échéance aujourd'hui au bout de 20 ans, puisque c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas 20 ans, il y a encore un petit peu c'est 14 ans, pardon. Il y a encore un petit peu de temps. Ça avait démarré en 2007 et ça a fini en 2011 parce que fin du bal, le EDF a décidé que c'était plus possible et que désormais les prix d'achat du kilowatt à l'époque, du kilowattheure, eh bien ne serait plus de 56 centimes mais serait de 6 centimes. Oui, une chute assez verticale du coût de rachat de cette énergie par EDF. Alors l'option numéro 2, c'est effectivement de dire à tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, vous allez continuer de produire, mais pour faire de l'autoconsommation. Alors l'autoconsommation c'est bien, mais ça paye pas. C'est-à-dire on a à mettre en regard effectivement une petite quantité d'électricité qu'on produit par soi-même
par rapport à nos besoins propres, hein, avec l'augmentation du prix de l'électricité sur le marché. Donc effectivement, à un moment donné, on se pose la question de savoir si on n'a pas intérêt à produire soi-même compte tenu du prix de l'électricité, effectivement. Mais pour l'instant, aucune politique n'a été mise en œuvre dans ce sens-là, aucune incitation n'a été faite dans ce sens-là. Les panneaux photovoltaïques, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, si c'est du rachat ou si c'est de l'autoconsommation, c'est pas du tout le même monde, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, ce qui nous est mis en avant pour stopper un petit peu l'engouement des panneaux photovoltaïques en France en particulier, c'est que tout simplement, c'est la sécurité. Tiens donc, c'est toujours la même rengaine. Hein. Vous vous rendez compte, si vous installez vous-même vos installations, si vous montez vous-même les installations, vous risquez d'inverser les câbles et de mettre le feu à la maison. Alors Bon, Philippe, il existe des sociétés qui vendent maintenant des systèmes clés en main. bien sûr. Ouais, tout à fait. Et si on peut parler aussi de l'Espagne, en Espagne, le prix de l'électricité a dégringolé. Il n'a jamais été aussi bas maintenant parce que l'Espagne, justement, s'est complètement séparée du système européen par rapport aux fixations du prix de l'énergie. Et en plus, les aides en Espagne pour l'installation de panneaux solaires ont explosé. C'est-à-dire qu'en l'espace de un an, l'augmentation du nombre d'installations de panneaux solaires privés sur des maisons particulières a augmenté de 60%. Oui, mais justement, je me souviens de cet épisode espagnol qui a été connu à l'époque. C'est parce que il a été proposé à chaque Espagnol, citoyen, d'acheter son propre panneau photovoltaïque industriel. C'est-à-dire que le panneau était installé au sol sur des champs solaires. Et non Ça pas. va même plus loin que ça, Philippe. C'est que Ouais. dans certaines communes en Catalogne, mais même dans d'autres régions d'Espagne, les gens qui installent des panneaux solaires sur leur maison sont exonérés de taxes foncières. Alors, il y a eu, et ça maintenant, c'est ce qui se passe maintenant, mais il y a eu un sacré coup de froid à un moment donné lorsque tout simplement les gens ont accepté, on dit bon, bah, très bien, j'investis, le panneau, je vais mettre 20 ans à le payer, mais après 20 ans, sa production, elle sera que du bénéfice pour moi. Voilà le calcul, hein. Il était assez simple. Et en fait, au bout de 4 mois, l'équivalent d'EDF en Espagne a dit, bah non, on s'est trompé dans les calculs, c'est pas tant du kilowattheure qu'on va vous payer, c'est la moitié. Et puis vous nous devez déjà de l'argent là. Donc voilà, non, ça s'est passé comme ça. Donc les gens ont tous dit, bah non, je revends mon panneau photovoltaïque, c'est un scandale, mais ils étaient déjà installés les panneaux. Donc il a fallu trouver des solutions politiques pour que les gens qui commençaient à défiler dans la rue, à raison, hein, ils avaient bien raison de défiler dans la rue, eh bien s'arrêtent de défiler et que l'EDF espagnol s'arrête de perdre de l'argent, quoi, hein, aussi. C'est justement grâce au mouvement du peuple qu'il y a eu un revirement total au niveau du gouvernement en Espagne. Alors ça, c'est un modèle qu'on devrait prendre effectivement en France. Pour l'instant, on n'en est pas là puisqu'il n'y a pas de scandale, mais il y a eu sur plusieurs années l'extinction de l'intérêt d'acheter de l'électricité photovoltaïque. Voilà. La technique a été différente. Mais tout ça pour dire quoi? Que la pénurie, elle est organisée. La pénurie, elle existe ou elle n'existe pas. Ce sont des décisions essentiellement politiques. À quoi sert la pénurie aujourd'hui? Ben, à mon avis, à notre avis, au sein du CNTF-CH, à la même chose que sert le réchauffisme, à la même chose que sert la pandémie ou la soi-disant pandémie, c'est-à-dire à faire peur aux gens, hein, tout simplement. Et C'est prendre de l'argent aussi, si possible. et puis aussi effectivement de l'argent, effectivement nous faire les poches avant de nous terroriser pour qu'on ne soit plus que des moutons assagis, si je puis dire, hein. Donc voilà. Alors, Donc, alors à propos d'argent, je voulais juste faire un petit rappel pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que le Conseil national de transition français Canal Historique ne vit que de ses adhésions et de ses dons. Donc, si vous avez la gentillesse de faire quelques dons, et ben ça nous rendrait des grands services pour pouvoir continuer à vous apporter le service qu'on vous apporte, c'est-à-dire nos émissions et tout ce que nous faisons pour aider le peuple français. oui, 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 merci de faire ce rappel. On est toujours enthousiaste et on n'est pas très commerçant au sein du CNTF-CH. Et pourtant, c'est un aspect important. Effectivement, Bruno a raison. On ne vit que de vos dons. Alors quand je dis on ne vit, on a tous nos autonomies financières. C'est pas la question de ça, mais c'est le CNTF-CH qui est quand même à quelques frais d'exploitation, quelques frais oui, d'exploitation, hein, je l'ai dit. Eh bien, c'est pour cet argent-là que nous permettons de vous solliciter. Alors, venez nombreux aussi, il reste encore de la place, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi adhérer, moyennant 5,5 €, je crois, désormais, de prix annuel d'adhésion. 5 Voilà. euros par an et pas par mois, par an. J'ai dit annuel, oui, oui, tout à fait. Ouais.
Si tout le monde était bienveillant, imaginez l'énergie que l'on pourrait libérer. Bah oui, hein, franchement. Merci Bruno, merci Philippe, merci Christiane, merci à vous également qui nous regardez. Notre prochain rendez-vous, ce sera dans 48 heures. En attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée. À bientôt.